Mes chers amis, c'est pour nous une soirée de mobilisation, de joie, mais nous vivons dans un monde dont malheureusement les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas toujours aussi heureuses, aussi chaleureuses que ce que nous vivons ensemble. Il me semble que c'est bien, après les nouvelles de la journée d'hier et d'aujourd'hui, il me semble que c'est bien que nous ayons une pensée pour ceux qui attendent les leurs dans un aéroport et les leurs qui ne rentreront pas sans doute. Et je voudrais que nous respections une minute de silence pour les victimes de l'accident de l'avion d'Air France. Merci beaucoup. Ça nous rappelle qu'aussi technologique qu'il soit, eh bien, le monde contemporain est encore sujet aux accidents, aux grands drames, ce qui doit donner du prix à la vie comme nous la voulons. C'était la première chose que je voulais vous dire. Le deuxième message que je voudrais vous adresser, c'est un message de fierté. Vous ne vous voyez pas, nous vous voyons. Pas seulement le nombre, pas seulement la chaleur, mais ça a été relevé déjà à cette tribune, mais la jeunesse de la foule que vous formez ensemble, pour nous c'est un grand motif d'enthousiasme, d'espoir, c'est un grand motif de fierté pour ceux qui ont pris la responsabilité de faire naître sur le tronc d'un arbre profondément enraciné ce nouveau surgeon, cette nouvelle famille politique, le mouvement démocrate, dont vous êtes les acteurs, les animateurs, les sympathisants, dont vous êtes la fierté. Merci à tous d'être là, particulièrement aux plus jeunes d'être là. Troisième remarque pour moi, élément de fierté aussi. L'équipe que nous avons formée dans toutes les circonscriptions françaises pour être proposée aux électeurs et pour devenir demain la représentation parlementaire, les députés européens de la France. Voyez-vous, je sais très bien quel est le poids des étiquettes. Je sais très bien quel est le poids des habitudes de vote. Et d'ailleurs, je soupçonne qu'un certain nombre de forces politiques sont ravis d'imaginer qu'il pourrait y avoir une abstention massive. Parce que s'il y a une abstention massive, les votes automatiques pèsent davantage dans le résultat final. Voilà pourquoi vous n'avez pas trouvé de spot d'éducation civique pour expliquer à quoi servait le Parlement européen. C'est pourtant extrêmement simple à faire. En 30 secondes, on peut expliquer sur un écran quelle est l'importance du Parlement européen, comment se prend une décision européenne. Il suffit de dire simplement que toute décision européenne importante se prend par l'accord entre le Parlement européen, les représentants des citoyens, les représentants des peuples, et les gouvernements nationaux réunis en Conseil, les représentants des États. Il faut l'accord des deux pour toute décision importante. Parlement européen, représentants des gouvernements. Et qui propose les décisions à prendre, c'est ce qu'on appelle la Commission, c'est-à-dire la Commission, une institution qui est chargée de porter l'intérêt général des Européens.
et qui fait appliquer les décisions, la Commission aussi. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est un losange. D'habitude on dit c'est un triangle. Moi je recommande de penser que c'est un losange. La Commission propose, le Parlement et les gouvernements décident, la Commission exécute. Point à la ligne. En 30 secondes, vous pouvez faire un cours d'éducation civique européenne. Or, les pouvoirs du Parlement européen vont être beaucoup plus importants dans la prochaine étape qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant, si du moins les traités modifiés sont adoptés. Ce qui veut dire que pour toutes les décisions européennes, si les citoyens ont de bons porte-parole, leur voix sera entendue. S'ils ont des porte-paroles désinvoltes, distraits, qui considèrent qu'aller au Parlement européen c'est une punition parce qu'ils auraient préféré rester au gouvernement français pour quelques-uns, accepter d'autres fonctions pour d'autres, ou si simplement la récompense pour avoir appartenu au bon courant, celui qui a, dans les élections internes, terrassé les autres. Alors évidemment, ça n'est pas la même chose. Le poids n'est pas le même. La voix n'est pas la même. L'importance des citoyens ne sera pas la même. Et je voudrais à l'entrée de cette réflexion, nous ayons en tête le vrai enjeu de cette élection, ou plutôt les vrais enjeux de cette élection. Et je veux vous en proposer deux enjeux de cette élection. Premièrement, l'élection européenne est la seule, avec les grandes élections françaises, présidentielles et législatives qui la suivent, l'élection européenne est la seule dans laquelle on puisse poser la seule question qui compte, celle du projet de société selon lequel nous voulons vivre. Au fond, il n'y a pas d'autre question politique que celle-là. Les questions de parti, les questions de personnes sont secondaires par rapport à cette question toute simple, quel avenir voulons-nous? Quel projet voulons-nous bâtir? Que voulons-nous transmettre à nos enfants? Quel est le monde que nous préparons pour les générations qui viennent immédiatement et les générations qui viendront plus tard? C'est la seule question politique qui vaille. Et cette question, si vous y réfléchissez bien, désormais, elle portera deux réponses. Première réponse, une réponse nationale. L'avenir ne sera pas le même selon les dirigeants nationaux que les peuples se choisiront. Il existe une multitude de questions nationales. L'éducation nationale, c'est une question nationale. La justice, c'est une question nationale. L'hôpital, c'est une question nationale. Les services publics, c'est une question nationale. Dans tous ces secteurs, naturellement, aujourd'hui, il me semble qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir une société profondément inquiète, profondément déstabilisée, une France qui ne reconnaît pas ses valeurs et ses principes, qui est habitée de désenchantement et trop souvent de résignation, et qui est souvent abattue, qui a le sentiment que plus rien n'est possible. J'étais tout à l'heure à Rouen, et je rencontre à Rouen un monsieur et une dame qui déjeunaient à une table et que je salue et qui me disent des choses aimables et gentilles. Et tout d'un coup, le monsieur me dit « Vous savez, monsieur Bayrou, nous on a voté Sarkozy. On y a cru. Aujourd'hui, je cite, entre guillemets, on est dégoûté. Eh bien, pour punir Sarkozy, on ne va pas aller voter. » Je dis, vous faites au président de la République que vous souhaitez contredire, vous lui faites le plus grand plaisir qu'on puisse lui faire. Parce que si, en effet, des Français décident de ne pas aller voter parce qu'ils sont en désaccord avec le président de la République, ça veut dire qu'ils ne laissent voter que ceux dans leur famille politique qui sont en accord avec lui. C'est évidemment exactement le contraire qu'il faut faire. Nous attendons du 7 juin que la participation des Français donne au message qu'ils enverront l'authenticité qu'on est en droit d'en attendre.
Réponse nationale. Et bien sûr, comment voulez-vous que beaucoup d'entre nous ne soyons pas atteints, blessés, quand on voit le sort qui est fait, par exemple, jour après jour à l'éducation nationale, le sort qui est fait à l'université, le sentiment de désarroi et d'abandon. Quand on voit le gouvernement et la majorité se lancer une nouvelle fois dans une surenchère sur le thème de la sécurité dans les établissements scolaires, comme s'il n'était pas là, en place depuis 2 ans, et pour le président de la République en charge de la sécurité des Français depuis 7 ans, comme si ça n'était pas les mêmes, et comme si nous ignorions les uns et les autres ce qu'il faut faire pour la sécurité des établissements scolaires. Alors je veux le rappeler, il n'y a pas me semble-t-il, de consensus plus grand que celui-là. Pour la sécurité des établissements scolaires, il faut mettre suffisamment d'adultes en face des enfants, et quand on a des problèmes, suffisamment d'adultes, des surveillants et des surveillants expérimentés, des enseignants, des psychologues s'il le faut, pour que la loi de l'école, qui est la loi de l'autorité, soit respectée dans le cadre du collège ou du lycée où vont les enfants. Et je vous le dis, ça n'est pas affaire de brigade mobile. Et ça n'est pas affaire de portique à l'entrée des établissements scolaires. Je prends le pari avec vous que cette orientation évoquée c'est au moins la 10e fois que je me souviens dans les dernières années de voir brandir ces perspectives qui cherchent à nous faire penser aux établissements scolaires du Bronx, naturellement, et pas aux établissements scolaires qui sont les nôtres. Je cite j'énonce une seule affirmation. Est-ce que vous avez vu combien d'heures il faut pour faire passer le portique aux passagers d'un avion qui va embarquer 100 ou 120 passagers? Et est-ce que vous imaginez qu'on va faire ça tous les matins à 8 heures, tous les midis, tous les après-midi à 2 heures et toutes les après-midi à 5 heures pour les 1000 élèves d'un collège ou d'un lycée? Ça n'aura pas lieu. Il faut davantage d'adultes lorsqu'on a des problèmes d'autorité à l'intérieur des établissements, et quand un établissement est déstabilisé, il y a une décision à prendre, c'est choisir des établissements scolaires de petite taille, dans lesquels tous les enseignants et tous les adultes connaissent tous les élèves parce qu'ils les croisent dans la cour de récréation, qu'ils peuvent repérer ceux qui ont des difficultés. Et vous voyez qu'en défendant cela, je défends les valeurs de l'école, qui sont des valeurs de respect, des valeurs de savoir, qui mettent l'école en dehors de l'épreuve de force de la rue, dans laquelle c'est la loi du plus fort qui s'impose. À l'école, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi de l'enseignant, c'est la loi du plus sage, et c'est la loi du plus respecté. Et si nous faisons cela, nous sommes dans la ligne de ce qu'est la République française, et pas en train de changer les valeurs avec lesquelles nous avons construit l'éducation nationale, publique, laïque et obligatoire en France. Décision nationale. Comment ne pas être affligé de voir ce qui se passe à l'université? Cette fin d'année scolaire à l'université, elle a un goût de cendre. Beaucoup de jeunes ont le sentiment d'avoir manqué leur année ou une part de leur année. Ils n'ont pas eu de cours, pas pu passer leurs examens, ou ont eu du mal à passer leurs examens, ont le sentiment d'avoir perdu leur temps, ont le sentiment que l'université a encore baissé en image et que donc, si on veut faire des études sérieuses, il faut aller ailleurs. Beaucoup d'universitaires et d'étudiants ont le sentiment d'avoir épuisé leurs forces
dans une lutte pour défendre des principes dans lesquels ils ont perdu pour quelques-uns beaucoup d'argent, puisqu'ils ne sont pas payés pendant les grèves, pour quelques autres beaucoup d'énergie. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas été entendus et ils soupçonnent, ce qui est à mon avis la vérité, que le gouvernement a laissé pourrir la situation pour obtenir un chaos à partir duquel il pourra faire ce qu'il voudra. On a voulu briser l'énergie de l'université française. Je pense que c'est un mauvais choix, un choix mal inspiré, un choix qui, un jour ou l'autre, donnera de mauvais fruits. Je pense que c'est exactement le contraire qu'il fallait faire. Repartir de la base, mettre les choses à plat, inviter tout le monde autour de la table, énoncer à nouveau les principes qui sont ceux de l'université, les principes qui sont ceux de la recherche, réunir plutôt que diviser, réparer plutôt que laisser pourrir, proposer un chemin qui permettrait d'obtenir ce, à mon avis, qui est le plus large, qui recueille le plus large accord, à savoir, bien entendu, on a besoin d'autonomie de gestion pour ce qui est de la marche interne de l'université, mais nous ne voulons pas que le principe de concurrence s'applique à l'organisation de l'université française, tout simplement parce que nous voulons conserver des diplômes équivalents, qu'on les passe à Lille, qu'on les passe à Strasbourg, qu'on les passe à Pau, qu'on les passe à Limoges ou qu'on les passe à la Sorbonne. Le principe de l'université. Et ne vous trompez pas, c'est une grande affirmation sociale. Parce que quand vous êtes fils de famille, que la famille a des moyens, vous pouvez aller faire vos études à Paris sans beaucoup de difficultés. Mais si vous êtes fils de smicard, vous savez combien ça coûte un mois d'études à Paris avec le logement, avec la nourriture, avec le minimum d'aide qu'il faut apporter pour faire des études et trouver du matériel scolaire et après tout pour s'habiller? Ça coûte plus que ce que rapportera le salaire du père de famille quand il rentre à la maison. D'où l'importance d'avoir à proximité de chez soi des universités qui soient des universités également respectées, également formatrices, pas des universités de deuxième plan ou de troisième ordre, des universités de premier plan ou qui ont l'ambition de l'être sur l'ensemble du territoire national de la République. Ça, c'est notre principe de défenseur de l'université française. Ce que vous me permettez de rappeler, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, que université en France se dit au singulier, tandis que dans les autres pays, et notamment les pays anglo-saxons, ça se dit au pluriel parce que les universités sont en concurrence entre elles au lieu d'être en coopération entre elles. Je suis fier que nous ayons ce système universitaire et je propose qu'on le défende au lieu de le menacer. Et je suis sûr que sur ce principe-là, qui touche, si les spécialistes, j'en vois quelques-uns dans la salle, me suivent, qui touche naturellement au mode de recrutement des enseignants, qui selon moi doit être un mode de recrutement qui garantisse que dans toutes les universités de France, les recrutements des enseignants soient soumis à une garantie de haute exigence et de qualité, précisément parce que nous voulons que les étudiants partout aient accès au plus haut niveau possible. Tout cela, c'est très facile à faire, encore le faudrait-il, et faudrait-il rompre avec la volonté du gouvernement qui est d'infliger une leçon à l'université pour que plus jamais, si possible, elle ne bouge, pour qu'elle se taise, pour qu'elle accepte, contrairement aux libertés universitaires et aux principes universitaires, pour qu'elle accepte les lois qu'on voudra lui imposer, même si ces lois sont contraires à ses principes. Eh bien, je soutiens, en votre nom, j'en suis sûr, qu'il est normal et légitime qu'il y ait en France des universitaires et des étudiants qui aient envie que leur modèle universitaire, jusqu'à maintenant respecté dans le monde entier, s'affirme et s'impose dans l'avenir au lieu de décliner et de baisser le drapeau et de baisser les couleurs. Nous sommes là pour le défendre et je trouve que c'est très bien que cette défense des principes et du modèle français soit portée dans le débat politique national.
problèmes nationaux. Et c'est pareil pour les hôpitaux, et c'est pareil pour la santé, je pourrais décliner pour la justice, à voir à quel point on est en train de perdre les repères qui nous avaient fait ce que nous sommes. Nous avons des décisions nationales. Tout notre avenir dépend pour partie de décisions nationales, et deuxièmement, et pour partie de décisions européennes. C'est le même mouvement, c'est le même enjeu. Le futur, c'est comme une serrure, vous connaissez ces serrures de sûreté qui ont deux clés, de peur que l'un pique le magot à l'autre. Alors pour ouvrir la serrure, il faut deux clés. Eh bien les deux clés de l'avenir, c'est la serrure nationale, les décisions qui se prennent à Paris entre le président, le gouvernement, le Parlement, et les décisions qui se prennent à Bruxelles et Strasbourg, notamment au travers des parlementaires européens. Ce sont les deux clés de l'avenir de chacun d'entre nous, de chacune de nos familles, de chacun des enfants qui sont là ou qui viendront. Et voilà pourquoi il est très important de ne pas laisser séparer l'Europe et la France. Je m'arrête une seconde sur ce sujet. Il y a des bons esprits, des bons apôtres, de sympathiques participants à cette élection qui nous expliquent tous les jours qu'il faudrait ne pas parler de France quand on parle d'Europe. Que l'Europe, c'est un sujet à part. Eh bien, je suis navré de leur dire que, contrairement à ce qu'ils semblent ignorer, la France, c'est en Europe. Que nous avons besoin, nous tous, de parler en même temps de notre pays, de notre patrie nationale et de notre patrie européenne. Toute ma vie, je me suis battu contre un courant de pensée, il y en avait même chez nous, qui voulait séparer l'un de l'autre. Toute ma vie, je me suis battu pour empêcher qu'on déracine l'Europe, qu'on bruxellise l'Europe, que l'Europe, ça soit considéré comme un monde pour initiés, un monde pour diplomates, un monde pour, pardon pour ce qu'ils sont, pour docteurs en droit communautaire ou en droit européen. Un monde tellement compliqué qu'aucun des citoyens n'y aurait accès. C'est ça qu'on nous a vendu pendant des années. Et si vous voulez y réfléchir une seconde, je suis persuadé que le sort qui a été réservé au projet de constitution européenne, il vient de deux raisons. La première raison, c'est qu'on a voulu mettre dans ce texte tous les textes antérieurs, que ça faisait 500 pages, que c'était donc totalement illisible, que d'ailleurs personne n'avait pu le lire en entier, comme je le disais à l'époque, y compris pas ceux qui l'avaient écrit. C'était tellement incompréhensible que tout le monde ne pouvait qu'être pris de soupçon. Si je ne comprends pas ce que je lis, c'est que c'est forcément menaçant ou mauvais. Et la deuxième raison, c'est que les Français et d'autres peuples avaient le sentiment que ce qui se décidait là-haut se décidait sans eux et donc se décidait contre eux. Eh bien, si nous avons un message dans cette élection, c'est que désormais, en tout cas nous le plaiderons, à temps et à contre-temps, l'Europe, ça ne se fait plus, ça ne se fera plus sans les citoyens européens, sans les humbles citoyens européens, sans le peuple des citoyens européens. Chacun d'entre nous, chacune de nos familles, chacun de nos amis et de nos enfants doit avoir le droit de dire son mot dans les décisions européennes. Ainsi, l'Europe deviendra une réalité de démocratie et pas une réalité de technocratie. Et ceci est notre choix et notre engagement.